Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle vous permet de mieux comprendre l'actualité à travers les décryptages, les analyses et les commentaires de ceux qui traitent l'actualité au quotidien, c'est-à-dire les journalistes. Alors pour ce dimanche, nous avons 5 sujets sur la table des débats. Il s'agit donc de la sortie médiatique du chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré. Nous parlerons du recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale qui fait grand bruit actuellement. Nous dirons un mot sur le procès du coup d'État manqué avec les auditions qui ont débuté. Nous parlons de la Côte d'Ivoire avec la dissolution du gouvernement par le président Alassane Ouattara. Et enfin, actualité oblige, nous parlerons de la Coupe du Monde Russie 2018 avec une analyse du parcours et des chances des équipes qualifiées pour les demi-finales. Autour de la table pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, 4 invités. Boukari Woba de Mutation est avec nous. Bonjour Woba. Bonjour Sagnon. Nous avons avec nous Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Et Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Alors, en début de semaine, le chef de file de l'opposition politique était face à la presse pour Zéphirin Diabré, le grand oral du président du Faso, l'interview accordée donc à des chaînes de télévision le 24 juin dernier, avec pour objectif de faire le bilan de son mandat à mi-parcours pour le chef de file de l'opposition politique. Alors, cette sortie médiatique du président du Faso n'a été qu'une tribune donc, pour annoncer sa candidature pour 2020. C'est un pan donc, de cette conférence de presse du CEFOP. Alors, Paul Miki Oramba, qu'est-ce que vous pensez de cette explication, en tout cas de cette lecture que le chef de file de l'opposition politique donne à cette sortie du président? Je pense d'abord que Zéphirin Diabré est ici dans son rôle de répondre au chef de l'État parce qu'il faut rappeler que sa sortie médiatique fait suite à l'interview que le président de Faso a accordée justement à l'occasion de la moitié de son mandat, c'est-à-dire le bilan à mi-mandat. Et Zéphirin Diabré, certainement, ayant écouté le chef de l'État, avait d'autres choses à dire, d'où cette conférence de presse. Il a profité justement de l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire du CEFOP les mardis pour s'inviter lui-même à la tribune pour parler justement aux journalistes. Il était question pour lui de prendre, si vous voulez, le contre-pied de ce que le chef de l'État a dit en termes de bilan. Vous l'avez suivi, il a dit clairement que pour lui, il n'y a pas de bilan. Il a eu plutôt une occasion, comme vous l'avez rappelé, pour le président de Faso, de dire au Burkinabé qu'il est candidat à sa propre succession. Et dans le fond, il a dit que le bilan de 2 ans et demi du président Kaboré, c'est la fronde sociale, ce sont des infrastructures non réalisées. Et il a insisté sur le fait d'ailleurs que le PNDS aujourd'hui est en souffrance. Cela d'autant plus qu'on ne voit pas les réalisations sur le terrain. Il a décrit le fait qu'on a voulu même comptabiliser toutes les réalisations, les petites réalisations des communes qui sont dirigées par le MPP pour les comptabiliser dans le domaine, donc dans le bilan du MPP, du PNDS si vous voulez. Donc autant d'actions qu'il a fait, en tout cas, secteur après secteur, pour démontrer un peu que le chef de l'État, si vous voulez, n'a pas dit la vérité. Mais ici, c'est dans son rôle. Et ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que lorsqu'on avance des choses, que l'on puisse les prouver. Et je pense que c'est cet exercice auquel Zéphirin Diabré s'est prêté. D'accord, mais est-ce que vous avez été convaincu par ce que le CEFOP a Oui, et convaincu en partie parce qu'il y a des choses qui sont suffisamment claires. Lorsque Zéphirin Diabré, par exemple, dit que les chantiers présentés ici et trouvent leur financement et depuis 2012, etc. Donc ça, c'est une réalité. Et nous-mêmes, en tant que journalistes, on en est témoins. C'est vrai que les rues qui ont été récemment inaugurées, notamment l'inauguration en grande pompe par le chef de l'État, dont on se souvient toujours, le lancement des travaux, les journalistes ont été conviés justement à couvrir cela, c'était en 2012. Donc il y a des faits comme ça et qui sont totalement clairs et qui ne souffrent de débat. Maintenant, pour le reste, c'est des discours politiques entre le président du Faso et le chef de file de l'opposition. Ça, ce sont des détails dans lesquels on n'aimerait pas rentrer,
lorsqu'on a certaines considérations, notamment la candidature du président du Faso, ça fait polémique. Et Zéphirin Diabré s'est saisi de cette occasion également pour dire ce qu'il pense. Maintenant, bon, pour le reste, c'est vraiment, quand c'est politique, ça reste politique. Alors, Zéphirin Diabré a parlé même de l'opportunité même de l'interview que le président du Faso a accordée à la presse. Selon lui, en tout cas, dans le contexte actuel, cette interview ne devrait pas se tenir à partir du moment où le pays traverse une grave famine. Est-ce que c'est un des arguments qui vous convainquent, Woba? Non, ça plutôt, je ne sais pas pourquoi le CEFOF le dit, alors que lui-même a saisi l'occasion de cette sortie du président pour faire également sa propre sortie. Vous savez qu'il y a eu non seulement la conférence de presse pour répondre au président, mais ensuite, un peu presque dans la même stratégie que du chef de l'État, il a emprunté d'autres canaux pour s'exprimer. Donc la sortie du président de Faso, effectivement, il était sur la radio rurale. Exactement, pour s'exprimer en Morée, exactement comme le président l'a fait. Donc on ne peut pas reprocher au président d'avoir fait cette sortie alors que soi-même on fait exactement la même chose. Pour moi, la sortie du président, elle n'est pas du tout mauvaise, peut-être même qu'elle était attendue. Les 2 ans et demi, comme on le dit, c'est la moitié de son mandat et c'était normal pour le président de marquer cela d'un saut particulier. Maintenant, il y a eu cette sortie qu'il a appelée bilan à mi-parcours. On peut l'apprécier dans la forme comme dans le fond et trouver qu'il y a des insuffisances. Personnellement, déjà, j'ai trouvé que ce n'était pas en tant que tel un bilan parce que c'est une sortie dans laquelle il s'est beaucoup apaisanti sur des questions d'actualité. Uniquement d'actualité. Si on faisait le bilan du chef de l'État, je pense qu'on serait parti d'abord sur la base de son programme politique, sur la base de PNDES, pour dire voici des engagements par axe, par secteur, et voici ce qui a été réalisé, à quel niveau de réalisation nous sommes, qu'est-ce qui est encore attendu. Mais le débat tel qu'il a été mené, vous l'avez tous suivi, les Burkinabés l'ont suivi, ça n'a pas été du tout le cas. Je pense que les sujets majeurs qui ont dominé cette sortie du président-là, c'était les questions d'actualité que tout le monde connaît. La question des fonds communs, la question de la grève des syndicats qui est déjà connue de tous, la question sécuritaire, ce n'est pas aller au-delà. Or, on aurait voulu même qu'on nous sorte de cette actualité brûlante qui nous tenaille, qui nous tient tous, et nous montrer qu'il y a d'autres choses qui se passent ou qui doivent se faire en dehors justement de ces débats qui nous a pris presque en otage depuis quelques mois. Le président doit montrer qu'il y a autre chose à faire que de débattre de ces questions dont tout le monde discute tous les jours. Ça n'a pas été le cas. Donc, de mon point de vue, ça n'a pas été du tout un bilan. Ça a été une sortie sur des questions d'actualité. Mais comme je l'ai dit, dans la forme, le fait de sortir, ça ne peut pas être reproché au chef de l'État. Maintenant, le bilan que Zef même fait de cette sortie, je trouve déjà qu'il aurait pu faire mieux. Le CEFOF fait les choses de moins en moins bien qu'il ne l'avait fait au début. Lorsqu'il y a eu l'an 1 du président Kaboré et que le président même et puis la majorité ont fait les bilans, qu'est-ce que le CEFOF a fait? Le CEFOF a fait un mémorandum sur l'an 1 du MPP au pouvoir. Je ne peux pas comprendre que 2 ans et demi après, le CEFOF ne puisse pas nous sortir un document émanant d'un travail assez scientifique, mais se contente juste d'une déclaration, d'une conférence de presse pour dire que le chef de l'État n'a rien fait. Mais je pense qu'on avait bien commencé avec ce genre de mémorandum qui était à la limite une première, un document scientifique. Aujourd'hui, vous pouvez encore retrouver ce mémorandum-là. Point par point, ils avaient essayé d'expliquer là où est-ce que le pouvoir n'avait pas bien fait et ce qu'il aurait fallu faire. Mais aujourd'hui, on se retrouve juste avec une déclaration et je trouve que c'est trop limite pour le CEFOF qui n'a pas été à la hauteur. D'accord, oui. Zoubaviel. Oui, moi je pense que j'ai été un peu sidéré par la frilosité même du CEFOF sur cette question de la sortie du président du Faso. Les autres l'ont dit, ça a été présenté un peu comme un bilan à mi-parcours. Il y a forcément des insuffisances, des incohérences dont le chef de file de l'opposition devait se saisir quand même pour étayer son argumentaire comme quoi le pouvoir actuel n'est pas une réponse aux préoccupations des Burkinabés. Mais quand vous rentrez dans une logique de dénonciation, je prends d'abord le premier point. Quand le CEFOP dit que le président du Faso n'a fait qu'annoncer sa candidature, je pense que c'est de la frilosité. Il est dans son droit, en tant que citoyen d'abord,
La question lui a été posée aussi. Oui, la question lui a été posée, mais il n'a pas à dire que non, tout l'intérêt de cet exercice-là était d'annoncer une candidature. Quand c'est dit comme ça donne l'impression que de tout ce qui a été dit, c'est ce qu'on retient, et moi, ça me pose un véritable problème. Et Oueba l'a dit, il y a eu un mémorandum quand il y a eu l'an 1. Un mémorandum, c'était un travail assez élaboré qui a fait ressortir un certain nombre d'insuffisances à la lumière de ce qu'il appelait programme présidentiel. Et ça a permis, on n'a pas besoin même de dire qu'il n'a pas un bon bilan. On compare le mémorandum et on compare le mémorandum et on vient au résultat et on se rend compte de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Mais quand le CFOP reste dans cette dynamique, ça donne l'impression que c'est une politique du haut toit de là que je m'y mette, mais rien d'autre à proposer au Burkinabé. Et moi, ça m'inquiète parce que, comme Oueba le disait, le CFOP fait les choses de moins en moins bien. Depuis 2013, quelqu'un qui était présenté comme l'un des avant-gardistes de l'insurrection, qui tenait un discours guerrier sur les places de la Révolution, qui essayait quand même de créer un certain engouement autour de la chose politique. À partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on sent vraiment quelqu'un qui va dans tous les sens avec certaines sorties qui ne font pas vraiment, qui ne permettent pas aux militants de l'UPC de lire clairement la direction que son parti prend. Parce qu'aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire aujourd'hui quelle est la stratégie même du CFOP aujourd'hui pour la conquête du pouvoir en 2020. Ça va dans tous les sens. C'est les accointances par-ci avec le CDP. Après, c'est comment on appelle? Mais ça, c'est normal. Le CDP fait partie donc, de l'opposition. C'est le CFOP qui regroupe l'ensemble des partis de l'opposition. Je comprends ça. Ça ne pose pas forcément problème. Mais quand on essaie de prendre la chose comme le parti au pouvoir, parce que chaque fois, le parti au pouvoir fait des conférences de presse, nous aussi, nous disons que nous allons faire des conférences de presse sans être sûrs même d'avoir un contenu à donner à ces conférences de presse. Donc je pense qu'ici, il y a une sorte de frilosité même qui fait qu'on a du mal même à lire même le cheminement actuel même de l'UPC. D'accord, on a bien compris votre position sur cette sortie médiatique. Oui, alors... Oui, non, il faut dire que Zéphirin Diabré, comme quelqu'un l'a dit, est dans son rôle en tant que chef de file de l'opposition, c'est de critiquer l'action du gouvernement. Maintenant, ce qui a manqué, effectivement, c'est qu'il est aussi allé dans le même sens, plus ou moins, que le chef de l'État. Ça dit qu'il n'y a pas eu de consistance dans ce qu'il a dit. Alors, lorsqu'on dit que... lorsqu'on peint un tableau en noir, il faut quand même prouver aux gens que c'est une réalité sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, ça tout le monde le sait. Le sondage qui a été réalisé juste après, on a vu quand même la note qui a été attribuée au pouvoir. Donc c'est la preuve que dans l'ensemble, les Burkinabés ne sont pas satisfaits de ce qui a été fait sur le terrain. Il y a des réalisations, mais les sentiers restent sentiers par rapport à certains sujets. Si vous prenez par exemple une question relative à la corruption, mais voilà un gros chantier auquel le gouvernement doit s'attaquer. Or, il se trouve que véritablement, on ne sent pas les choses venir. C'est vrai que par moments, voilà, certains sont épinglés, mais ça ne va pas loin. Alors que si on veut effectivement un développement harmonieux, un développement durable et partagé, il faut effectivement que la lutte contre la corruption, par exemple, soit menée de façon organisée. Et le CFOP aurait pu trouver, vous allez dire, des éléments assez précis concernant, par exemple, ces volets, pour dire par rapport à la corruption, par exemple, voilà ce que le Burkina perd par an. Vous avez des spécialistes, des économistes qui ont réalisé des études là-dessus. Pourquoi les CFOP n'allaient pas vers ces gens pour effectivement avoir ces chiffres? Voilà des éléments que le CFOP aurait pu brandir pour prouver effectivement que le bilan qui a été fait par le chef de l'État est en deçà effectivement des attentes. Sinon, c'est trop facile de s'asseoir, de dire, bon, voilà, les choses sont devenues même pire qu'avant. Il n'y a pas d'élément comparant. On dit, par exemple, sous l'Ancien Régime, voilà ce qui se faisait. Aujourd'hui, voilà la réalité. Ça permet effectivement aux citoyens ordinaires de comprendre effectivement s'il y a eu l'amélioration ou pas. Mais telles que les choses ont été dites, je pense que, bon, on peut effectivement trouver à redire. Sinon, on ne peut pas tout peindre en noir parce que quand même, quoi qu'on dise, il y a quand même des réalisations sur le terrain.
Et ces réalisations, c'est au nom de tout l'ensemble des Burkinabés. Voilà pourquoi je disais que même par rapport à ce bilan, je pense que c'est le format aussi qui n'a pas été l'idéal en réalité. Parce que pour un bilan de ces gens, le chef de l'État devrait effectivement l'exprimer dans un cadre, j'allais dire, assez propice, avec des éléments assez clairs. Nous avons promis de réaliser telle chose à telle période. Aujourd'hui, nous sommes à tel niveau. Ça permet aux citoyens. Mais tel comme ça n'a pas été dit, il s'est contenté de se prononcer sur un certain nombre de sujets, notamment d'actualité. Donc, pour le chef-op, la question la plus importante, c'est quoi? En tant que politicien, c'est naturellement sa candidature en 2020. Et là, on ne peut pas trop en vouloir à Zéphirin Diabré en tant qu'homme politique. Et donc, on peut comprendre qu'il s'est saisi effectivement de ce seul point pour dire que l'objectif de tout ce qui a été dit, c'était d'annoncer. C'est vrai que c'est un point extrêmement important parce qu'après la présentation du bilan, il y en a qui ont trouvé moyen pour dire que, écoutez, le chef de l'État ne doit plus se présenter en 2020 parce que son bilan est catastrophique. Alors, s'il ne dit pas tout de suite qu'il sera candidat en 2020, ça peut même amener son parti à commencer à chercher d'autres candidats. Tout cela est possible. Oui, on sait que Zéphirin Diabré a parlé également de cette question. Pour lui, le président du Faso à mi-mandat ne devrait pas se prononcer sur sa candidature parce que c'est un peu tôt. Et comme vous le dites, c'est parce que peut-être il craint une autre candidature au sein de son camp politique. Oui, même si c'est vrai qu'il craint peut-être une autre candidature au sein de son parti, c'est possible, hein. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que ce n'est pas pour autant qu'on va trouver que c'est trop tôt. Je trouve même que c'est une bonne chose. C'est clair dans les esprits. Chacun sait au moins qu'il sera candidat. Voilà. Contrairement à ceux qui attendent jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas quelle est la position. Est-ce qu'il y a vraiment et donc, des gens moi, qui je doutaient, pense ici, dans la mesure qui doutaient d'une candidature de Roch vraiment, en 2020? Dans la mesure où effectivement les textes autorisent Rochmark Christian Kabura s'est représenté pour un second mandat, je pense que le problème ne se pose pas. Qu'il le fasse en mi-mandat. En tout cas, il n'y avait pas de suspense sur cette question. Oui, Paul Miki. La candidature, c'est vrai que, comme Gouba l'a dit tantôt, tout le monde savait très bien que le président Rochmark Christian Kabura allait se porter candidat pour un second mandat parce qu'il en a le droit. Mais là où c'est un peu gênant, c'est qu'on sait quand même comment les candidatures sont portées, c'est à l'intérieur du parti. Donc je pense qu'ici, il doit y avoir des plaintes, c'est peut-être à l'intérieur du MPP, parce qu'on sait que c'est un congrès extraordinaire qui investit un candidat et ce n'est pas le candidat qui s'autoproclame comme ça au détour d'une interview. Mais là, ça peut ressembler à une cuisine interne au MPP. Si le MPP n'en fait pas un problème, ce n'est pas à nous d'en faire un problème. Si le chef de l'État annonce de cette manière, ça peut être une autre stratégie du parti. On n'en sait rien, on n'est pas à l'intérieur du parti. Alors, je voudrais dire rapidement pour répondre à Zumbara que, en réalité, Zéphirin Diabré n'avait autre choix que de peindre un tableau en noir, parce que c'est un peu ça le rôle de l'opposition, si vous voulez. C'est vrai que lui-même, consciemment, il sait qu'il y a eu des actions qui ont été menées depuis que le président de Faso est au pouvoir, mais il s'est dit qu'il appartient au chef de l'État d'en parler. C'est comme ça un peu partout dans tous les pays. L'opposition, ce n'est pas son rôle d'aller toucher, en tout cas montrer les réalisations du pouvoir, ça va être un peu anachronique. Donc c'est dans cette lancée qu'il touche là où il y a des échecs, il les met en exergue. C'est un peu ça, un peu le rôle de l'opposition, c'est pas propre au Burkina. D'accord. Oui, moi je pense que, oui, sur la candidature du chef de l'État, moi je pense que c'est un non-événement. C'est un citoyen comme les autres qui peut encore se représenter pour une seconde fois, qui le fasse dès le lendemain, au lendemain de sa première élection, que ce soit à la veille de la deuxième la deuxième élection en 2020, je pense que ça n'a aucun impact. À partir du moment où nous sommes encore toujours dans les règles de droit. Donc je pense qu'ici, le chef de file de l'opposition n'a fait que faire perdre du temps. Voilà. Et la deuxième des choses, c'est de dire que quand on peint un tableau en noir, on finit même par prendre même ses propres militants pour des gens qui n'ont pas une lecture même de la situation nationale. Parce qu'ils apprécient aussi sur le terrain ce qui est fait. Ils voient ce qui est fait. Et quand vous reniez, vous venez vous renier tout comme ça, ça donne l'impression que, en réalité, c'est vous seulement qui ne voyez pas ce qui est fait. Et sur la question des routes, il y a la continuité de l'État, le principe même de la continuité de l'État qui est là. Vous avez des chantiers qui ont été engagés depuis 1987 ou depuis 1983, qui ont été sous le CNR, qui ont continué avec le régime qui est venu après. Sous la transition, ces mêmes choses ont continué. Aujourd'hui, ça continue. L'État, c'est une continuité. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des chantiers d'un tel qui aujourd'hui profite à tel autre. Puisque c'est un État, c'est une continuité. Donc, je pense qu'ici, sur ce point, pour terminer, le chef de file de l'opposition gagnerait à nous ramener un peu au début de l'UPC, quand on faisait encore des critiques assez pointues, quand on faisait des analyses critiques sur la situation nationale assez pointues, pour permettre quand même à nous autres citoyens de comprendre un peu la vie politique et ce que
ses tenants et ses aboutissants. Mais quand vous venez, vous vous mettez dans le rôle du politicien, vous tendez à tout peindre en noir, comme si c'est un pays qui est bloqué et que vous êtes le seul à avoir la solution. Il y a un peu de malhonnêteté intellectuelle dedans. C'est vrai que nous sommes en politique. Tous les oui, non, c'est dangereux. C'est dangereux comme politique, c'est dangereux. Parce que quand c'est comme ça donne l'impression que ceux qui suivent, il n'y a que vous qui comprenez ce qui se passe. On a compris bien votre position. On ne réunit pas le rôle à Jeff de critiquer. C'est normal, il faut critiquer. Mais c'est qu'en critiquant, il faut montrer effectivement là où ça va, là où ça ne va pas, avec des éléments assez tangibles. C'est ce que nous disons. Comme ils l'ont fait effectivement avec la haine de Rock, où effectivement ils avaient un mémorandum. Vous voyez, quand vous lisez, vous n'avez pas besoin de poser trop de questions. Vous n'allez pas aller demander aux citoyens qui habitent une rue où il y a des bitumes et dire qu'il n'y a rien n'a été fait. Ils vont vous prendre pour un homme malhonnête. Donc l'opposition aussi consiste à dire la réalité. Quand c'est bien, il faut savoir apprécier. Comme il a d'ailleurs fait lorsque le pouvoir a rompu les relations avec Taïwan. Oui. Voilà, mais c'est ça le rôle d'un opposant. Donc ce n'est pas à tout moment qu'il faut peindre le tableau en noir parce que c'est dangereux. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas un homme honnête et alors que vous aspirez à gouverner le pays. Du coup, ça dit que les citoyens ils risquent de perdre confiance en vous. On dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? D'avoir telle chose. Alors, surtout, toujours sur le même sujet, hein, on a vu que Zéphirin Diabré s'est prononcé également sur la détention pour surveiller, la résidence surveillée donc, de Djibril Bassolé et la détention de Naïm Touré. Donc, le chef de file a déploré donc, ces deux situations. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, oui, Ouba. Non, je crois que ça va dans la même logique de tout ce qu'on a dit ici. Il faut se mettre dans la posture de chaque fois prendre le contre-pied du pouvoir. Sinon, sur la résidence surveillée de Bassolé, ce n'est même plus un sujet. Voilà, on a pratiquement évacué ce débat-là, puisqu'il me semble que l'intéressé même aujourd'hui ne fait plus les sorties qu'on le connaissait avant. Apparemment, ces crises sont tombées, voilà, sont terminées, alors que quand il était à la Maca, bon, chaque 2 semaines, pratiquement, au moins une fois par mois, il fallait qu'on parle de Bassolé ou bien qu'il fasse parler de lui. Mais il ne fait plus parler de lui. Ça veut dire qu'il ne se plaint pas en tant que tel dans sa résidence surveillée. Donc, pour moi, ça, je ne sais pas s'il y avait lieu véritablement d'en faire un sujet à cette conférence de presse. Sur le cas Naïm, qui est un sujet d'actualité, je trouve que c'est tout à fait normal qu'en tant que le chef de file de l'opposition, il puisse quand même donner sa position sur cette question qui divise suffisamment l'opinion, parce qu'il y a eu véritablement atteinte à la liberté d'expression où il n'y en a pas eu, étant donné donc les propos qui ont été tenus par l'intéressé, donc Naïm Touré. Donc, de mon point de vue, le CFO était bien fondé de se prononcer, sinon même que c'était nécessaire en tant que chef de file de l'opposition. Quand ces questions-là se posent, on ne peut pas rester mieux là-dessus. D'accord. Oui, alors donc on va poursuivre ce débat. Hein. On a parlé tout à l'heure de Djibril Bassolé. Alors le général et 83 de ses co-accusés dans le coup d'état manqué de septembre 2015 comparaissent devant le tribunal militaire. Après une longue période de bataille judiciaire sur les questions de forme et de procédure, les auditions ont véritablement débuté. À la barre, les différents accusés commencent à donner leur version. Des faits, on a vu l'adjudant Nyon Jean-Florent, l'adjudant-chef Moussa Nebié, l'adjudant-chef Wekouri Koussé également, qui sont passés donc pour donner leur version des faits. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a certains qui reconnaissent les faits et d'autres qui nient certains faits qui leur sont reprochés. Zoubaviel. Oui, effectivement, ces derniers temps, ils sont à la barre aujourd'hui pour les interrogatoires au fond, voilà, et confrontés bien sûr à l'acte d'accusation de Alioune Zaré, le commandant militaire, le procureur militaire. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que jusque-là, ce qui est attendu par l'opinion, c'est-à-dire la vérité sur ce qui s'est passé le 16 septembre 2015, tarde à venir. Parce que tous ceux qui passent aujourd'hui à la barre essaient de dire que bon, je suis en partie responsable, mais j'ai reçu l'ordre d'un tel. Et donc, aujourd'hui, c'est comme une chaîne qui est en train de monter et qui va vers le commandement.
D'abord, quand vous prenez le soldat Durand, il dit que j'ai reçu l'ordre de mon supérieur hiérarchique immédiat, qui est peut-être un sergent-chef, qui lui dit qu'il a reçu ça d'un adjudant, qui lui dit aussi qu'il a reçu d'un adjudant-chef. Donc, le tout remonte vers ceux qui ont été présentés dès les premières heures comme les commanditaires de l'affaire. C'est vrai qu'actuellement, ce sont des soldats Durand et des sous-officiers supérieurs qui sont à la barre actuellement. Mais il reste que l'unité même qui est au centre même du coup d'État, on l'a connu maintenant, c'est le groupement des unités spéciales de la présidence et du RSP, qui est chargé de la sécurisation des personnalités, la garde rapprochée des personnalités de l'État et des institutions. Voilà. Et ce groupement-là était commandé par le capitaine Dao en son temps. Voilà, il avait des adjoints. L'un de ses adjoints s'appelait Éloi Badiel, dont le nom revient incessamment dans cette procédure. Donc il reste que, peut-être quand lui va venir, va dire que c'est le capitaine Dao, et le capitaine Dao peut-être va remonter jusqu'à Diendéré, qui lui peut-être va venir tout balayer du revers de la main, on ne sait pas vraiment. Mais jusque-là, la vérité attendue, puisque c'est un ensemble de témoignages qui doivent concourir à la vérité. La vérité est toujours attendue donc au tribunal militaire. D'accord. Oui, Zumbara. Oui, non, moi je pense qu'il faut d'abord se réjouir de l'évolution effectivement du dossier. Je pense que l'ensemble des acteurs ont compris qu'il faut vider ce dossier afin de passer à autre chose. Ce qu'il faut souhaiter effectivement est que toute la vérité soit dite. C'est vrai que ça ne sera pas une chose aisée, parce que déjà, quand vous écoutez effectivement les prévenus, on se rend compte qu'il y en a effectivement qui font des révélations, tandis que d'autres effectivement refusent ou nient en tout cas catégoriquement ce qui leur est reproché. C'est l'ordre normal des choses. Dans un procès de ce genre, il ne faut pas s'attendre à tout ce que les accusés viennent dire. Oui, c'est vrai, j'ai accepté, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce n'est pas possible. Mais dans tous les cas, il appartient, à mon avis, aux juges voilà, de tirer les fins du nez de chacun des prévenus afin que la vérité jaillisse, parce que c'est l'élément le plus important aujourd'hui. Les Burkinabés ont soif de vérité, ils veulent savoir ce qui s'est réellement passé, qui a dit de faire quoi, qui a fait quoi, et donc il faut situer les responsabilités. Et je pense que le fait que le procès ait atteint un niveau d'audition, c'est extrêmement important à souligner. Et donc je pense que petit à petit, effectivement, la vérité finira par jaillir. Parce que comme on le voit, au départ, on avait voulu faire croire aux gens qu'en fait, c'était les Rambo qui ont commandité le coup. Nom, en tout cas, et que bon, voilà, il a fallu que quelqu'un vienne dire, bon, comme les enfants ont fait la chose, j'accepte être devant. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que ce n'est pas ce qui a été fait. Parce que, comme Zoubavier l'a dit, chacun vient dire, j'ai reçu l'ordre de mon chef. Ça veut dire quoi? Que c'est un coup qui a été effectivement préparé par des gens d'un certain niveau et que des ordres ont été donnés jusqu'au plus petit soldat. Et ça, je pense que plus on va remonter, plus effectivement les révélations vont nous permettre de comprendre certaines choses. Et je pense que finalement, même si les commanditaires refusent de dire la vérité au finish, chacun saura à quoi s'en tenir. D'accord, oui. Alors, je pense que l'affaire devient intéressante depuis la semaine dernière lorsqu'on a commencé les interrogatoires. C'est vrai qu'au début, on avait même perdu espoir. Lorsqu'on a perdu beaucoup de temps dans les phases préliminaires avec les avocats qui se déportaient, etc., les espoirs étaient en train de s'estomper. Aujourd'hui, comme Dabadi l'a dit, il faut que l'on se réjouisse du niveau qu'on a atteint dans l'instruction, justement, dans le jugement de ce dossier du putsch manqué. Mais aujourd'hui, à la lecture de ce qui a été dit à la barre par les soldats qui sont déjà passés en entendant que les principaux cerveaux ne soient appelés à la barre, notamment les deux généraux qui sont encore dans le box des accusés, on peut dire qu'il y a beaucoup d'absents dans ce procès. Parce que moi, ça me fait rappeler également les témoins que le général avait cités et qu'on n'a pas encore obtenu la parution. Parce que de plus en plus, on a des gens qui parlent et on cite des noms de personnes qui, en réalité, devraient être présentes à la barre pour permettre d'éclairer la religion des juges qui sont en train de juger cette affaire. Je pense notamment aux chefs militaires qui étaient à leur poste au niveau du coup d'État manqué. Et parce qu'aujourd'hui, les grands absents, même en tant que témoins, ce sont les chefs d'état-major général des armées à l'époque, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale à l'époque du coup d'État justement, parce qu'on a eu en tout cas ce témoignage, et nous-mêmes en tant que journalistes, on a été témoins justement de ce qu'au moment du coup d'État, il y avait des policiers, des gendarmes qui maintenaient l'ordre, qui recevaient justement l'ordre de certains supérieurs pour garantir une certaine sécurité autour du général Diendéré et tout. Donc ça veut dire que
le coup était un peu consommé par un certain nombre de chefs militaires, si vous voulez. Deuxièmement, on a un autre nom qui est cité régulièrement, c'est celui de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Donc, il n'est pas là, le procès va se passer en son absence, alors que sa présence aurait permis justement de comprendre beaucoup de choses, parce que, rappelez-vous, il a été dit d'ailleurs qu'il lui-même, il était en train de préparer un coup avant donc le coup d'État. Donc c'est extrêmement grave, parce que même si nous sommes en droit, on dit qu'il n'a pas fait le coup, mais vous savez que l'intention également est punie si cela est avéré. On se rappelle également qu'il y avait le dossier de plan d'évasion de la MACA, les événements de Yimdi, lorsqu'on a jugé l'affaire Madi Ouedraogo et tout, les mêmes soldats, ces soldats ont évoqué les mêmes situations où il y avait un projet de coup qui était en préparation sous l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Donc moi, ce qui me désole un peu, ce sont ces grandes absences à la barre. Je ne sais pas si on va continuer comme ça jusqu'à la fin des 84 accusés sans que l'on ait véritablement ces personnes qui sont régulièrement citées déjà par les premiers prévenus, pour qu'elles viennent en tout cas donner leur version des faits, se défendre également, pour qu'on puisse effectivement avoir la vérité. Sinon, ce qui risque de se passer, c'est qu'à la fin, on risque de rejeter la responsabilité sur certaines personnes qui sont absentes. C'est ça qui va être un peu désolant. Mais je fonde l'espoir justement que la procédure va se poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des interrogatoires avec les généraux, dont la comparution est beaucoup attendue. Oui, Zoubaviel, je voulais très apporter rapidement. une précision de dire que la plupart des chefs militaires dont parle Miki sont aujourd'hui considérés comme des témoins. Et dans une procédure, on peut passer du statut de témoin à statut d'accusé. Ça dépend de ce qu'on va raconter. Et aujourd'hui, le président du tribunal a la latitude de faire venir qui il veut en fonction de l'évolution du dossier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le nom de Yacouba Isaac Zida est cité jusqu'à un certain point où on pense que sa responsabilité ou son témoignage doit permettre d'établir une vérité à ce tribunal, il a la possibilité, la loi lui reconnaît ses moyens, ce droit de l'interpeller. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout est entre les mains de cette juridiction-là, de prendre, parce qu'elle dispose de toutes les voies légales pour essayer de faire la lumière sur cette affaire. Donc ça va dépendre aussi du degré même d'implication des personnes qui sont citées. Oui, on va écouter d'abord Oba qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Oui. Allons-y tout sur le statut des personnes qui peuvent être appelées à être entendues dans ce procès-là. Je crois qu'il y a 3 statuts. C'est la partie civile, donc ceux qui sont considérés comme les victimes. Ce sont les accusés, donc ceux qui sont considérés comme les présumés coupables, dont les auteurs, et puis ce sont les témoins. Ça va être, il faut considérer les gens à la date d'aujourd'hui du point de vue de leur statut. Je crois que peut-être certaines révélations peuvent nous conduire vers d'autres dossiers qu'il faudra ouvrir après. Dans le dossier actuel, Yacouba Isaac Zida est considéré comme partie civile. Avant tout, Yacouba Isaac Zida, peut-être qu'il préparait un coup d'État. Mais si c'est le procès du 15 septembre, ou du moins c'est le 16 septembre, Yacouba Isaac Zida est une victime. Il avait été pris en otage, de même que Kafando et d'autres ministres. Donc il est partie civile. Et en tant que partie civile, je ne pense pas qu'il soit obligé d'être là pour répondre quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est très différent de celui qui est accusé ou bien de celui qui est appelé à témoin. Et Yacouba Isaac Zida n'est pas appelé comme témoin. S'il était appelé comme témoin, il y avait obligation à le faire. C'est le cas du ministre Bagoré également. Très bien. Oui. Et c'est différent des autres chefs d'état-major de la gendarmerie, de l'armée ou bien du DG de la police. Oui. Et eux, je pense que normalement, je ne sais pas s'ils sont incités à comparaître, je crois oui, et ils doivent comparaître. Et j'ai vu là-bas plusieurs fois le général Pengrenoma Zagré, qui est à la date d'aujourd'hui ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, oui. Donc il réside à Accra. Et pourtant, je l'ai vu plusieurs fois au procès. Donc, ça veut dire que régulièrement, il vient et il assiste au procès. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, il pourrait être appelé à témoigner et peut-être qu'il est disposé à le faire. Donc, je pense qu'un certain nombre d'acteurs, quand même, le tribunal a les moyens de les faire comparaître et donc de les entendre. Et il y a d'autres, comme par exemple, on en a longuement discuté, les ambassadeurs ou anciens ambassadeurs de France des États-Unis qui ont été cités. Est-ce que même des anciens présidents ou des présidents en fonction, présidents, voilà. Donc, comme on l'a dit aussi, on peut se permettre de citer tout le monde et n'importe qui, en espérant que le salut va venir de là, étant donné qu'on n'a pas pu les faire comparer, donc il n'y a pas de procès, mais non, ça ne peut pas tenir. Donc je pense qu'il faut tenir les choses dans des proportions. Oui, non, Zumbara d'abord. Oui, justement, je pense qu'il a abordé une bonne partie de ce que je voulais dire. Non, je pense qu'ici, on est dans un cadre qui est tout à fait clair. Il s'agit du procès du 16 septembre.
Donc, il ne s'agit pas d'un coup qui était en préparation ou qui a eu lieu avant. On ne peut pas rejeter tous les péchés d'Israël sur Isaac, Jacob, sur Yacoub, Zida. Oui. Non, je pense qu'ici, on est dans un cadre précis. Donc, chacun doit se défendre. Maintenant, s'il y en a qui estiment que leur stratégie de défense, c'est d'accuser Zida, mais de toute façon, le juge n'est pas dupe. Il saura quelle décision prendre. Donc, par rapport aux témoins, je pense que ça a été suffisamment dit. Je pense que là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude à mon avis. C'est une question d'évolution et c'est une question de données. Si le juge estime qu'il a suffisamment de données au point de se passer du témoignage de X ou de Y, il le fera. Mais s'il estime que la présence de X ou de Y est nécessaire pour la manifestation de la vérité, il le fera également dans tous les cas. Oui, mais sur ce sujet, pour prendre un peu le contre-pied de ce que Ouba disait, c'est que dans un tribunal, on peut passer d'un statut à un autre en fonction de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le cas de Yacouba Isaac, par exemple, ça c'est un cas... Oui, aujourd'hui, je comprends. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, la plupart des accusés qui passent à la barre aujourd'hui, parlent du coup d'État manqué, mais veulent que le tribunal revienne sur les causes du coup d'État manqué de septembre 2015. Et régulièrement, son nom est cité. Si aujourd'hui, non, c'est un autre procès, je comprends. Oui, il appartient au juge de dire que c'est un autre procès. Parce que si le témoignage de Yacouba Isaac Zida, je comprends, si le témoignage de Yacouba Isaac Zida peut permettre de faire la lumière sur cette affaire, et qu'il vienne aujourd'hui, puisqu'on peut, c'est vrai qu'il est partie civile, mais on peut aussi décider de l'entendre comme témoin, en fonction de l'évolution du dossier. Parce que le juge a toute la latitude dans le dossier, y compris même la réqualification même de certains chefs d'accusation, par exemple de meurtre, en crime contre l'humanité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a toute la latitude d'interpeller qui il veut et chacun peut d'un moment à un autre changer de statut en fonction de ce qu'il va venir dire en répondant aux questions. Si par exemple, je prends un exemple concret, si le général Zagré vient à la barre, en fonction de son témoignage, on peut dire soit oui, vous avez la qualité de témoin ou vous avez été peut-être quelqu'un d'un peu plus actif dans le coup. Donc, il a toute cette latitude et je pense qu'ici... D'accord, je pense qu'on a compris les différentes positions. C'était bien expliqué, sauf que Ouba veut dire... Juste dire, je crois que c'est Dabadi qui le disait, c'est une bonne chose. Le procès, d'une manière ou d'une autre, il avance. Bien que je constate que la salle d'audience, elle est pratiquement vide, contrairement au début, à l'ouverture le 27 février. Voilà, l'engouement était là, mais aujourd'hui, vous partez, la salle, elle est vide. Donc, c'est pour dire à l'opinion, des gens qui sont intéressés de suivre le procès, la salle, elle est pratiquement vide. Et l'accès n'est pas du tout protocolaire. L'accès n'est pas protocolaire. Vous n'avez pas besoin une course de vitesse d'avoir non, parce que justement on a commencé là où c'est intéressant. Si vous n'avez pas écouté les témoignages de Nyon, de Moussa Nebié, après vous venez écouter le général, vous n'allez rien comprendre au procès. Donc c'est bon d'entendre ceux-là qui ont exécuté. Moussa Nebié, il a dit clairement, c'est à moi, on a donné la mission d'aller amener le président Kafando. Oui. Et c'est une mission que j'ai exécutée, j'en suis fier d'avoir exécuté cette mission militaire. Bon, si vous ne l'avez pas suivi, vous n'allez pas après comprendre ce que le général va dire. Donc c'est maintenant que les gens font aller. Et j'ajoute une chose, on en a longuement discuté. C'est peut-être une parenthèse qui est fermée, mais je reviens là-dessus. Par rapport au fait d'enregistrer ce procès. On nous a refusé le droit en tant que journaliste de le faire, quand bien même le tribunal avait la possibilité de prendre une dérogation, parce que cela est inscrit dans la loi, il n'a pas pris la dérogation, et il était permis, c'est ce que nous avons constaté, que les militaires étaient en train de filmer. Cela avait été soulevé par la défense, qui a demandé pourquoi est-ce qu'ils filment, parce que les professionnels même ne filment pas, et le tribunal a statué en interdisant désormais même aux militaires de filmer. Donc aujourd'hui, le procès est en train de se dérouler et il n'y a rien en tant que tel qui est consigné, à part peut-être ce que le greffier ou qu'il est en train d'écrire. Et je trouve que c'est très regrettable. C'est très dommage. Il n'y a pas d'archives. C'est très dommage qu'au XXIe siècle, nous soyons en train d'écrire l'histoire du Burkina Faso sur du sable mouvant. Je pense qu'on peut toujours rattraper ça. Que ça soit enregistré et que ça ne soit pas diffusé, ça c'est une autre chose. Mais au moins pour l'intérêt de ce procès
Et pour l'histoire, pour l'archivage, aujourd'hui on est en train de parler très souvent en France qu'il faut déclassifier telle archive. Ce n'est pas nous qui avons demandé de déclassifier les archives par rapport à l'affaire Thomas Sankara. Et d'autres pays demandent par rapport... C'est parce qu'eux, ils ont conservé des archives que nous on demande de déclassifier. Donc archiver, enregistrer, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre ça sur les pages Facebook. Ça veut dire qu'il faut stocker ça quelque part en cas de besoin. Aujourd'hui, je trouve que c'est très dommage, c'est très regrettable qu'on se permette de tirer ce procès-là. On a bien compris donc cette position. Paul Miki, en 30 secondes seulement. Je voudrais dire que je souscris à ce que Ouba a dit. Il aurait fallu effectivement enregistrer ce procès pour les besoins d'archives. C'est effectivement vrai et on n'a pas besoin forcément de les diffuser. Mais je voudrais ajouter également que pendant le coup d'État, en tant que journaliste, on était sur le terrain. Moi, je me rappelle très bien avoir vu les policiers, les militaires, les gendarmes en train de réguler, donc en train d'assurer la sécurité du général Djendjéré. Aujourd'hui, au procès, quand on entend des soldats dire qu'ils ont reçu des instructions d'autres personnes, c'est que c'est effectivement vrai. C'est pour ça que j'insiste sur la responsabilité des chefs militaires d'alors. Je me rappelle le jour que le président Macky Sall est arrivé ici à Ouagadougou, on a été bousculé par des éléments de gendarmerie qui ont ouvert le tapis rouge pour le général Djendjéré qui est arrivé avec son sourire légendaire, avec des garde-fous et tout. Donc, vous voyez que ce sont des gens qui ont reçu des instructions de quelqu'un. Donc, il faut que tous puissent répondre à leurs actes. Absolument. Oui, on a bien compris. Alors, on va parler d'un tout autre sujet. Il s'agit donc de la conférence de presse animée le 4 juillet dernier par les syndicats de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, sur un recrutement de 85 personnes au sein de cette structure. Alors, selon les syndicats, il y a eu un manque de transparence dans ce recrutement. Le tiers des admis a un lien familial avec les agents de l'institution. Puis, selon le syndicat, il y a un conflit d'intérêts. Il s'agit donc de l'admission de l'épouse, de la nièce et du neveu du directeur des ressources humaines de la Caisse nationale de sécurité sociale à un recrutement organisé par la même structure. Alors, qu'est-ce que vous pensez donc de cette actualité? Ouba. Sagnon, c'est une question assez sérieuse, mais j'y vois surtout une question d'éthique personnelle. Moi, Ouba, je suis tel que si ma femme devrait être journaliste, j'ai peut-être la possibilité de l'employer à mutation. Mais si j'ai le pouvoir, je viendrai peut-être voir Sagnon, comme toi tu es à la RTBS, que tu ne peux pas le prendre là-bas. Parce que je ne sais pas comment moi je peux être le rédacteur en chef de mutation, et puis c'est mon épouse qui est, je ne sais pas quoi, la secrétaire, qui est secrétaire de rédaction ou quoi. Parce que là, même s'il n'y a pas eu de manipulation, de manœuvre, des gens peuvent vous accuser de tout ce qu'ils veulent. Et je crois que la première chose justement qui se pose dans le cadre de la CNSS, c'est cette question d'éthique-là. Des gens devaient pouvoir se dire, est-ce que réellement moi, en tant que directeur des ressources humaines, c'est moi qui suis chargé du recrutement, est-ce que c'est un recrutement qui est approprié, qui est opportun pour moi, mon épouse, pour ma nièce, pour mon neveu? C'est des questions basiques comme ça qu'il faut se poser. Ils ont été candidats, ils ont été recrutés. Aujourd'hui, le problème se pose et je trouve que c'est naturel que des gens soulèvent ces questions-là. Mais on se rend compte que c'est un cas révélateur qui nous permet tout simplement de nous interroger sur tout ce qui se passe dans nos institutions, dans nos sociétés. Moi, quand j'entends que la CNSS recrute 85 agents, je vous dis, je ne suis pas à la CNSS, mais je vous dis, si on a décidé de recruter 85 agents même, c'est qu'on veut juste donner des salaires à des gens. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, il y ait un besoin de recrutement de 85 agents à la CNSS. Donc, on crée des postes parce qu'on veut donner du travail à des gens. Donc, c'est naturel qu'à la limite, on puisse amener celui qu'on veut, peut-être sans forcément tenir de la qualification. C'est le problème qui se pose aujourd'hui. Et ça veut dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. En définitive, pour moi, le problème, il est posé. Il faut un vrai tout-dit par rapport à ce recrutement. Et si on veut être plus sérieux, aller plus loin, faire l'audit d'une manière générale sur le recrutement de ces agents-là. Oui, le syndicat, malgré en tout cas la sortie de ce syndicat, les agents concernés ont pris service. Je pense que c'était le 3 juillet dernier. Oui, je pense que s'il est établi que tout le monde est libre et en droit et égaux devant la loi, je pense qu'il y a certains faits quand même qui interpellent même la conscience. C'est-à-dire que dans une société comme la CNSS, il n'y a que le
directeur des ressources humaines qui est en première ligne dans le recrutement. Vous êtes en première ligne dans le recrutement de concert avec les syndicats, bien des fois, parce que c'est une équipe, une commission qu'on crée. Alors, il se trouve que dans le même concours que vous organisez, votre épouse, votre nièce, votre neveu sont tous admis. C'est vraiment beau. Ils sont libres vraiment de prendre part au concours, c'est vrai. Certains disent qu'ils peuvent être intelligents aussi. Oui, voilà pourquoi compétents. Voilà pourquoi je dis, c'est vrai, il est établi, nous sommes libres, nous sommes égaux devant la loi, mais il y a certains faits quand même qui interpellent notre conscience. Et je pense qu'ici, ce qu'il aurait fallu faire très rapidement, c'était d'annuler ce recrutement-là, mettre en place une commission d'enquête pour investiguer, de voir comment est-ce que tout ça s'est passé et de prendre des mesures. Et au besoin, reprendre. S'ils sont intelligents, comme on le dit, et s'ils ne doutent pas de leur capacité, un deuxième test peut les permettre de rentrer. Mais laissez comme ça, où le syndicat dit que vous avez un tiers du personnel de ces 85 personnes qui ont des affiliations avec les travailleurs de la CNSS, et le DRH qui a son épouse, sa nièce et son neveu qui sont dedans, je pense qu'ici, il y a vraiment le doute est fondé. Le doute des syndicats est fondé et je pense qu'ici, c'est une question même, la question même de bonne gouvernance voudrait qu'on annule le concours, on le reprenne. Tous ceux qui ont les aptitudes, qui pensent, si son épouse elle a les qualifications, d'accord, ok. On a bien compris votre position. Zumbana, les deux noms me posent problème. C'est une situation assez quand même déplorable. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés de cette histoire. Mais c'est une pratique qui avait cours dans le pays quand même dans un passé récent. Nous tous, nous savons aujourd'hui que dans le temps, quelqu'un même l'a dit, un haut responsable de ce pays, quelle que soit votre intelligence, si vous n'avez pas quelqu'un que vous allez aller voir et qui à son tour va dire « je vais voir », vous ne serez jamais quelqu'un dans ce pays. C'était comme ça. Donc, je pense que ces dernières années, c'est vrai, il y a eu un effort qui a été fait, mais il faut reconnaître que ces ans de pratique, ça ne va pas finir du jour au lendemain. Moi, je pense qu'ici, quelqu'un a dit que pourquoi ne pas reprendre le concours. Non, c'est très simple. Pour être déclaré admis à un concours, il y a quand même des étapes à suivre. Mais on ouvre tout simplement une enquête, on fait des investigations sur ces différentes étapes. Est-ce que ces candidats ont pris part aux différentes étapes? Si c'est le cas, mais qu'on vérifie justement. Si effectivement il n'y a pas de problème, on considère qu'il n'y a pas de problème. Non, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. C'est déjà une affaire. C'est-à-dire que si on vérifie sur les différentes étapes et on se rend compte qu'ils ont participé aux différentes étapes. Parce que d'abord, ce que les gens n'ont pas compris, c'est quoi? Vous savez, ce concours, le recrutement a eu lieu d'abord pour la sélection à l'ANPE. Et l'ANPE, il fallait choisir oui ou non. D'abord, c'est ceux qui ont choisi. Qui a d'abord choisi 850 pour aller pouvoir composer. Candidats. Donc, ça veut dire que c'était même au départ une question de chance. Si les trois là ont eu cette chance-là de choisir oui, ça veut dire que c'est sincèrement quand même, c'est Dieu vraiment qui leur a donné ça. Moi, je considère ça comme ça. Donc, je crois que, alors, est-ce que ici, vous il faut amener... Non, je dis qu'il faut mener une investigation très sérieuse parce qu'il y a un sérieux problème qui se pose. La proximité du DR avec du DRH avec les trois qu'on a cités, ça pose un problème. Même s'il n'y avait pas eu de fraude ou quoi que ce soit, en temps normal, chacun allait se poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? D'accord, on va écouter Paul Miki sur la question. Je voudrais d'abord reconnaître en tout cas qu'il faut saluer cette vigilance de la section CGTB de la CNSS qui a eu ce courage de dénoncer cette pratique qui est en cours dans la maison parce que sans eux, peut-être que la chose se serait passée comme ça sans que l'on ne soit là en train de commenter parce que comme Damadi l'a dit, c'est une pratique courante. Mais il faut avoir à un moment donné le courage de dénoncer pour que les choses changent. Rappelez-vous, en 2012, un recrutement de 97 agents avait fait polémique au sein de la même institution sous Somkina Traoré alors qu'elle était directrice générale. Donc c'est une pratique qui est, j'allais dire, permanente si vous voulez, courante au niveau de la CNSS. Mais il faut que l'on arrête ça maintenant. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que la section CGTB de la CNSS a dit, il faut ouvrir une enquête. Il faut ouvrir une enquête et puis voir qu'est-ce qui s'est réellement passé et puis sanctionner les personnes qui se seraient rendues coupables de népotisme parce que c'est ce que l'on est en train de Oui, mais actuellement, à partir du moment où les agents concernés ont pris service, est-ce que ça ne complique pas davantage la situation? Il faut suspendre la procédure parce qu'on ne peut pas entériner cette mascarade au niveau de la CNSS. Et rappelez-vous également que la CNSS, c'est une société d'État, si vous voulez, mais c'est nous autres, en tant que travailleurs du privé, qui y contribuons, qui y cotisons. C'est notre affaire à nous tous. Donc, on ne peut pas laisser ça avec des recrutements familiaux de cette nature se prospérer donc au sein de cette institution. L'institution d'ailleurs a eu une image ternie depuis l'affaire des villas et des prêts qui ont été octroyés à des personnalités. On en a parlé, c'est resté comme ça.
Aujourd'hui, rappelez-vous également quand l'actuel DG avait été nommé, on a vu des acteurs politiques qui sont sortis en 2016, en mai 2016, pour dire qu'il avait un passé et pas très reluisant lorsqu'il était ministre de la fonction publique dans l'affaire Carrefour, avec les histoires de carburant. Donc l'affaire est restée comme ça, il est resté DG. Donc aujourd'hui, il appartient à lui de balayer autour de lui. Il ne faut pas admettre que des gens viennent comme ça avec des recrutements assez bidons, des recrutements familiaux, comme les syndicats l'ont dit. On ne peut pas entériner ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est exactement ce que la CGTB a dit. Ouvrir une enquête maintenant, parce que si cette affaire passe, demain ne demandez pas à ce que des gens fassent des recrutements familiaux. Oui, une dernière réaction, voilà, oui, très rapidement. Quand Davadi parle d'ouvrir une enquête et de voir sur les différentes étapes, le DRH peut avoir donné les sujets à ses parents. Comment on vérifie ça? Oui, non, tout va, non, ça peut se savoir. Non, sur cette question, oui. Si les trois quand même ont choisi le oui, effectivement, ils peuvent avoir choisi le oui parce qu'ils sont chanceux. Et prendre les textes donnés par le DRH qui a composé les sujets certainement, puisque là-bas c'est comme ça que ça doit se passer, qui leur donne, et pour moi ce qu'il faut faire ici, il faut faire simple. On annule le concours. Tout le monde revient à la case départ. Ou bien on remet la procédure et à la case départ, tout le monde repart à l'ANPE, aller tirer le oui. On reprend la procédure. Mais si des gens avaient tiré, il faut investiguer. Oui, je pense qu'il faut investiguer. Moi, je comprends. C'est clair. Ça crée d'autres choses. Des gens qui ont été admis de façon légale, mais qui vont échouer après. Exactement. Donc il faut mener une investigation sur les... Il y a des soupçons de tricherie dans ce concours. Parce que ce que l'antenne dit, c'est que des gens certainement ont manipulé les résultats. Donc ces gens-là, il ne faut pas que ça reste impuni. Il faut commencer par agrandir les capacités d'accueil de la MACO. D'accord. Oui, en 30 secondes. C'est vrai, des gens ont déjà pris fonction depuis le 3. Mais je pense que là-dessus, c'est assez clair. Généralement, on dit sous réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms se sont déclarés à nous. Ça veut dire quoi? Si cette précaution a été prise, ça veut dire que même aujourd'hui, on peut encore vérifier. Si on vérifie, on trouve qu'effectivement, c'est de façon illégale, mais on va tout simplement les sauter et puis les remplacer par d'autres. Exactement, ils ont pris. Oui, parce que la procédure a commencé depuis janvier, je crois. Et juste après les résultats, on se précipite pour... Donc ce sont autant d'éléments qu'il faut chercher, effectivement, à vérifier. D'accord, ok, on a compris vos différentes positions sur cette affaire de recrutement familiaux à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ok, on verra bien. Alors, on a vu aussi peut-être un petit silence des autorités politiques. On n'a pas vu de sortie médiatique sur le sujet. Je peux interpréter ce silence justement par le fait qu'ils sont en train eux-mêmes de chercher quelle stratégie mettre en œuvre pour justement régler ce problème. Parce que je suis fondé à croire que le problème va être réglé. On ne peut pas avoir une telle situation et puis rester dessus. Parce que même le DG, il a eu des soucis pour prendre fonction parce qu'on avait dénoncé justement ces pratiques. Donc lui, il ne peut pas venir s'asseoir sur du faux et puis continuer à entériner le faux. C'est pour ça que dans le domaine de la lutte contre la corruption, il faut avoir des gens suffisamment clean pour taper sur ceux qui sont mal. D'accord. Alors, on va parler d'un autre sujet hors de chez nous. On va parler de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara qui a dissous son gouvernement. Il a reconduit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il est chargé donc de former un nouveau gouvernement qui sera constitué de membres du Rassemblement des fouillistes pour la démocratie et la paix, RH2P, et de personnalités également de la société civile. Alors on peut dire que ce remaniement intervient donc quelques semaines, si on peut le dire, après le bureau politique du PDCI qui a repoussé son adhésion au parti unifié du président Ouattara après les élections présidentielles. Alors très rapidement, quelle analyse vous faites donc de cette dissolution du gouvernement par le président ivoirien qui veut donc l'élargir au RHDP? Oui, Wouba. Non, il faut constater que la Côte d'Ivoire est dans une crise politique. On ne veut pas prononcer les mots, ce n'est pas plus que ça. Depuis cette prétendue révision constitutionnelle, aujourd'hui, c'est avéré que ce n'est pas qu'une révision, c'est un tripatouillage constitutionnel qu'Alassane Ouattara a opéré en se donnant la possibilité d'être à nouveau candidat. Et dès lors que cette possibilité lui est offerte aujourd'hui, ça veut dire qu'on ouvre en même temps la voie à tout, dont cette crise que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas exactement si ces rapports avec Bédié sont toujours au beau fixe, parce que je crois savoir que la réunion politique
le PDCI a tenu et a décidé de remettre à plus tard le parti unifié, donc RDR et puis PDCI, à cette réunion-là, Bédié y était. Si Bédié y était et que la décision a été prise de ramener à plus tard ce parti unifié, ça voudrait dire que Bédié n'est pas tout à fait aligné sur la même position que Alassane Ouattara, qui veut le parti unifié pour qu'on ait un candidat du parti unifié. Ce qui veut dire que si c'est un candidat du parti unifié, on ne sera plus là à dire, bon, il faut que le RDR fasse la passe au PDCI. Donc je crois que si déjà Bédié n'est plus aligné derrière Ouattara, ça préfigure en tout cas des lendemains pas tout à fait heureux pour la Côte d'Ivoire. Oui, Miki, très rapidement. Je pense que c'est 2020 qui est en préparation et Alassane Ouattara, vous l'avez suivi, ne fait pas mystère de sa volonté d'être de nouveau candidat, et avec l'échec de la création de ce parti unifié, en tout cas pour l'instant les choses ne sont pas claires. Il faut évidemment revoir côté gouvernement et puis ouvrir en tout cas le gouvernement à d'autres entités, notamment la société civile. Je pense que le président Ouattara veut ratisser large dans cette affaire. Mais le plus important, c'est comme Oba l'a dit, il faut régler cette crise politique qu'il lui-même a créée avec la révision constitutionnelle, avec l'annonce qu'il a faite sur sa candidature. C'est ça qui fait que les positions sont aujourd'hui beaucoup plus tranchées au niveau de la scène politique à Abidjan. Maintenant, comment faire baisser la température, c'est la grande question. Il faut vraiment trouver les moyens justes, parce que la Côte d'Ivoire, rappelez-vous, est sortie d'une longue crise qui a duré 10 ans. Et il n'est pas intéressant justement que le pays sombre de nouveau. On a vu que juste peut-être avant la dissolution de ce gouvernement, il y a eu une dissidence au sein même du PDCI. Oui. Il y a des gens qui se démarquent déjà de la position qui a été prise par le bureau politique il y a quelques semaines. Oui, Zoubaviel, très rapidement. Au niveau du PDCI RDA, les choses n'ont pas été toujours au beau fixe, parce qu'on avait vu en son temps les Kouna Kwaku Bertin qui depuis longtemps même voulait évincer même le vieux Henri Kouna Bédié même de la présidence du PDCI RDA. Alors aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une crise politique en Côte d'Ivoire, mais c'est un jeu d'alliance qui est en train de se dessiner. À défaut aujourd'hui de s'appuyer sur le PDCI RDA pour conquérir le pouvoir d'État en 2020, Alassane veut s'appuyer sur d'autres forces. Je pense que c'est simplement ça. En 2010, contre Gbagbo, ils ont cru bon de s'allier ensemble pour terrasser un baobab. Mais aujourd'hui, parce que les choses ne sont pas au beau fixe entre eux, ils ont décidé de ne plus cheminer ensemble. Certainement que les dissidents du PDCI RDA vont s'allier au RDR. Il va aussi s'appuyer sur Guillaume Soro, peut-être, et ses partisans, même s'il n'a pas un parti politique aujourd'hui, peut-être, et toute la galaxie politique qui gravite autour du RDR aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est une reconfiguration, mais pour moi, ce n'est pas une crise politique dans le sens classique du terme, parce que ça voudrait dire qu'ici, vous avez des gens qui ont des intérêts divergents et qui veulent peut-être en griffe se rentrer dedans pour régler des comptes. Pourtant, ici, bon, ce n'est pas le cas. On a bien compris votre position, Zumbara. Je pense que la dissolution du gouvernement, c'est l'ordre normal des choses, dans la mesure où l'alliance semble voler en éclats. On ne peut que recomposer une nouvelle équipe. Il faut dire que ces gens dormaient sur la même natte, mais ils ne partageaient pas justement les mêmes rêves. Donc aujourd'hui, il est clair que certains sont pour le parti unifié et d'autres sont contre. Et lorsque on est dans une telle situation, on ne peut pas faire autrement que de prendre une décision de ces gens. Comme on le dit, un gouvernement, c'est la collégialité. Et lorsqu'elle n'est plus au rendez-vous, naturellement, il faut se séparer de ceux qui n'épousent pas les mêmes idées que le prince rien. Ici, on est face à une situation extrêmement dangereuse pour moi. Parce que Alassane semble oublier la grande largesse du PDCI dont il a bénéficié. Et qu'il en fait, je peux dire que c'est le PDCI même qui l'a fait roi aujourd'hui. Il l'a fait roi durant les 10 ans. S'il oublie ça, parce qu'il est guidé par d'autres intérêts, je pense que c'est très dangereux. C'est un poison. Et s'il ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire va s'embraser. Et si la Côte d'Ivoire s'embrase à nouveau, je ne suis pas sûr qu'il va s'en sortir, comme ça a été le cas. Il a eu la chance parce qu'il y avait un certain Sarkozy qui ne voulait pas de barbeau et qui a beaucoup manœuvré pour que, ce monsieur-là, on puisse le dégager du plancher. Et aujourd'hui, ces derniers se retrouvent à La Haye, mais Alassane doit se rendre à l'évidence qu'il n'est pas blanc comme neige. Et que si jamais ça pète, il pourrait se retrouver de l'autre côté. Donc moi, je pense qu'il a intérêt à faire très attention. Dans la mesure où Bédié, lui, déjà, il ne parle plus le même langage,
Ça, c'est déjà symptomatique de ce qui pourrait se produire. Personne n'ignore la puissance, la force de frappe du PDCI en Côte d'Ivoire. Si le PDCI et le FPI s'unissent contre Alassane, je ne sais pas comment il va pouvoir passer à l'élection. Même s'il fraude. Il perd le pouvoir, mais ce n'est pas une crise. Exactement, mais ça peut déboucher à une crise. Puisque s'il refuse de céder, mais ça va être une crise. Voilà, ça c'est un autre problème. La crise que la Côte d'Ivoire a vécue, c'est suite au résultat des élections que c'est voulu accepter. Parce que pour moi, quand c'est une crise, ça veut dire que ici vous recomposez vos équipes et vous partez à la conquête du pouvoir d'État. C'est dans l'ordre naturel des choses. C'est comme au Burkina aujourd'hui. Mais ici, il y a quand même aujourd'hui le MPP a profité un peu de Zéphirine Diabré. Le PDCI et le RDR, que Alassane refuse aujourd'hui de respecter. Et ça, ce n'est pas rien. Non, mais en son temps, vous vous souvenez ici, en son temps, quand on parlait du CIFOP, il y avait Zéphirine Diabré, il y avait le MPP et autres. Ils ont fait chemin ensemble jusqu'à aujourd'hui où ils sont devenus des ennemis jurés. Oui, mais ça, il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord signé. Il y a l'accord de Daokro. Oui, mais les accords sont faits aussi. On va donc s'arrêter sur ce chemin parce que, pardon, sur ce sujet, parce que le temps qui nous est imparti donc est arrivé à échéance. Oui, on n'aura pas le temps de parler football, mais ce serait partie remise parce que nous avons les demi-finales qui vont se jouer bientôt et la finale également. Ça nous donnera le temps de parler longuement donc de football et de la Coupe du Monde Russie 2018. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Boukari Woba de Mutation, Paul Miki Wamba de Ouaga FM, Dabadi Zumbara du journal Le Pays et Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient à 13h avec Marguerite Douanio.